Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 15 août, fête de l'Assomption, une pensée pour la communauté chrétienne. Nous démarrons ce jury du dimanche e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV, imedia.sn. Et nous avons le plaisir de recevoir El Hadj Hamidou Kassé. Bonjour. Bonjour Mamoudou, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Ministre conseiller en art et culture auprès du chef de l'État et membre de l'Alliance pour la République. Philosophe, écrivain, journaliste, communicant et communicateur, mais aussi homme politique. El Hadj Hamidou Kassé porte toutes ces casquettes à la fois. Il navigue non sans aise entre la critique, la dialectique, la rhétorique et la séduction. Mais le corset de l'appartenance à un camp politique exerçant de surcroît le pouvoir peut parfois se heurter à l'esprit libre qui caractérise le philosophe ou le journaliste. Et cela qui expliquerait les distorsions notées il y a 2 ans dans la communication présidentielle dont il était en charge sur le débat relatif aux ressources pétrolières et gazières. Je me garde de répondre à cette question. Toujours est-il que El Hadj Kassé quittera son poste de coordonnateur du pôle communication de la présidence de la République pour s'occuper des arts et de la culture en qualité de conseiller auprès du chef de l'État. Homme de communication, homme de culture, notre homme de la semaine répondra aux questions du jury du dimanche sur la gestion de la 3e vague de la Covid-19 avec son redoutable variant Delta, les prochaines échéances électorales et la vision culturelle du président Macky Sall. El Hadj Kassé, on va philosopher un peu pour démarrer notre émission. À côté des mesures d'ordre médical, politique et social, faudrait-il à l'humanité un supplément d'âme culturelle qu'elle n'aurait pas encore ou qu'elle aurait perdu pour vaincre la Covid-19? Voilà, merci Mamoudou. Est-ce que c'est une question philosophique? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que le philosophe a un point de vue forcément sur ce genre de questions. Parce que la question philosophique, c'est d'abord la délimitation d'un objet précis. Dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'un énoncé général. Est-ce que l'humanité a besoin d'un supplément d'âme, vous ajoutez culturel, pour son sursaut? Je vais répondre par un petit détour senghorien. Senghor a parlé depuis très longtemps de la civilisation de l'universel. Mais la civilisation de l'universel n'est pas le retour ou le mouvement vers le même, c'est-à-dire un état indifférencié où s'impose exactement la même chose. Ce n'est pas de cela que Senghor parle. Quand Senghor parle de l'universel, c'est en termes de rendez-vous. Et ce rendez-vous, il le caractérise comme un rendez-vous du donner et du recevoir. En d'autres termes, l'humanité est constituée de différences, fondamentalement, ou de ce que le philosophe Alain Badiou appelle des corps et des langages. Or, les corps et les langages sont des singularités, c'est-à-dire des états du monde qui sont totalement différents. Ainsi, on a des hommes, on a des femmes, on a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des Chinois, on a des Sénégalais, voilà, on a des pauvres, on a des riches. La Covid vient de la Chine. Oui, bon, certainement, hein, bon, comme je ne suis pas scientifique... Qui a fait pourtant sa révolution culturelle. Oui, oui, mais on peut y revenir si vous voulez, d'autant plus que on vient de passer les 100 ans du Parti communiste chinois, que les Chinois ont fêté massivement. Alors, je disais donc que le monde, c'est ça, ce sont des états très singuliers. Or, Senghor dit que pour qu'il y ait émergence de l'universel,
il faut que ces singularités puissent entrer en conversation et qu'il y ait ce qu'il appelle métaphoriquement, le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est-à-dire chaque nation, chaque peuple, chaque groupe viendrait avec ses productions, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient intellectuelles, scientifiques, en échange d'autres produits. Et ça, Senghor le pousse jusqu'au concept de métissage. Oui. C'est-à-dire que le monde est voué au métissage. Oui. Maintenant, la culture dans tout ça. La culture, à mon avis, ne peut être ici que la visée pour l'humanité de reconnaître son caractère un et indivisible. En d'autres termes, pour la première fois dans l'histoire, une maladie égalise l'humanité tout entière. C'est-à-dire qu'on soit chinois, américain, puissant, sous-développé, on a exactement le même rapport par rapport à cette maladie-là. Oui. C'est-à-dire qu'elle s'est imposée à nous, et ça c'est un fait premier dans l'histoire de l'humanité. Oui, justement. Mais si tout le monde est conscient de la mondialisation ou de la globalisation, de l'universel et du métissage, est-ce que cela ne devrait pas incomber à chacun, pris individuellement comme au niveau collectif, quand on parle des organisations étatiques, de transmettre des choses positives aux autres? Bon, on notera que les signes sont inversés. Quand on dit qu'un tel est positif, c'est qu'il a la Covid. Quand il est négatif, il ne l'a pas. Exact. Bon, ça, c'est des déterminations. La transmission des ondes positives. Voilà, ça, c'est des déterminations médico-scientifiques, si on veut, le négatif, le positif, dans leur inversion. Oui. Alors, le fond du problème aujourd'hui, c'est que si l'humanité, mathématiquement parlant, se rend compte qu'il y a une nouvelle ère des pathologies extrêmement dangereuses. Il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit que le XXIe siècle sera caractérisé par l'essor des pathologies, en dehors des changements climatiques, etc., des vagues migratoires. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il nous est imposé des phénomènes sur lesquels nous n'avons pas beaucoup d'emprise, autrement que si nous posons l'acte qu'on appelle la solidarité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant la fin de la première vague, le président avait publié un éditorial où justement il appelait à ce sursaut de l'humain dont la survie dépend avant tout de la solidarité que nous tissons au niveau mondial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à ce qui s'est imposé à nous, il est important, par exemple, que la solidarité des peuples et des nations conduise à l'accès aux vaccins pour tous, aux médicaments pour tous, mais également à ce qu'on sache que le mouvement entre les nations n'est pas forcément une contrainte, mais que ça peut être une possibilité immense pour l'humanité de se connaître et évidemment d'aller vers cette civilisation de l'universel qui est une sorte de parade au conflit meurtrier que le XXe siècle a connu. Justement, je reviens à mon supplément d'âme culturelle. La solidarité appelle aussi à la culture, El Hadj Kassé. La culture est pourtant ce qui reste quand on a tout perdu. Où se trouve le problème du monde et du Sénégal actuel? Bon, le problème du monde, ce serait très prétentieux de ma part de dire voilà le problème du monde. Mais ce que j'en sais, c'est que nous sommes dans un monde caractérisé par un certain nombre de tendances. La première tendance, c'est l'irréversible mondialisation, c'est-à-dire ce réseau d'interdépendance entre les nations. Premièrement, tous les pays, comme disait Karl Marx, sont obligés d'entrer dans le jeu mondial. Il n'y a pas un seul pays qui puisse vivre en autarcie aujourd'hui, premièrement. Deuxième tendance, c'est que si on ne fait pas attention, le creuset, ou plutôt l'écart entre les nations riches et les nations pauvres,
peut se creuser davantage. Et la conséquence de cela, ce sont les vagues migratoires. Parce que si le lien de solidarité ne nous amène pas à redéfinir les rapports de force au plan économique dans le monde, il est évident que les nations défavorisées vont connaître forcément des flux migratoires vers les nations où les gens peuvent espérer avoir une vie décente et digne, et ainsi de suite. Oui. Donc il y a à mon avis ces tendances-là. Maintenant, la culture comme telle, en tant que représentation du monde, elle est spécifique. C'est-à-dire, elle est forcément nationale. Vous ne pouvez pas avoir une culture mondiale autre que par ce qu'on peut appeler des principes généraux. La solidarité, la coopération, l'entraide, ainsi de suite. Oui. Ce qui peut générer de l'universel en la matière, c'est moins la culture que ce qu'on appelle l'art. C'est-à-dire cette créativité individuelle, n'est-ce pas, qui s'impose par sa beauté et qui transcende les nations. C'est comme Youssou N'Dour qui chante n'importe laquelle de ses chansons, en fait les plus mondiales. Il est sénégalais, mais il peut être lu et entendu partout. Oui. Bob Marley, idem. Bob Dylan, idem. Oui. Les chanteurs de jazz, idem, et ainsi de suite. Oui. Mais ça, c'est de l'art qui est différent de la culture. Oui. Et qui n'est qu'une composante, qui est une composante de la culture, mais qui n'est pas réductible à la culture. Oui. En revanche, la culture, c'est nos modes vestimentaires, c'est notre manière de manger, c'est notre manière de conduire. Oui, quand on dit que le virus, il y a plusieurs versions, serait parti d'un animal, même si d'autres qui pensent qu'il se serait échappé des laboratoires, il y a toutes sortes de théories. Toujours est-il que, LH Kassé, il y a ici l'importance à souligner de la démocratisation des soins, médicaments, vaccins et autres. Thiama Konaté vous dit, en tant que philosophe, comment vous percevez le déni de la maladie et le rejet de la vaccination par certains Sénégalais? Oui, ça n'est pas un phénomène propre au Sénégal. Hein? Oui. Le déni de la maladie, encore moins le rejet du vaccin. On a même connu certains pays où des mobilisations ont eu lieu contre le vaccin. D'autres où des complotistes sont allés jusqu'à nier l'évidence de la maladie. Et parfois même des scientifiques. Parfois des scientifiques. J'ai lu récemment un éminent scientifique qui a été fondamental dans la découverte du VIH, mais qui, bon, je ne vais pas aller plus loin, en tout cas qui doute de tout cela. Alors, a fortiori maintenant le petit peuple. Mais ça, ce n'est pas propre au Sénégal. Vous savez, l'être humain, c'est un complexe. C'est-à-dire, c'est tout un réseau de sentiments, d'affects, ce qu'on appelle les affects en général. C'est-à-dire d'émotions, de peur, un peu d'éros, etc., etc. Il y a ça, mais il y a également la raison. Mais il y a chez certains une telle tension des affects qui expose au déni de même ce qui est évident. A fortiori, cette maladie-là. Parce que vous savez, c'est un virus qui est invisible, vous ne le voyez pas, moi je ne le vois pas. Alors, et certains se disent, mais si mon voisin, je n'ai pas vu mon voisin qui en a, je n'ai pas vu une seule fois quelqu'un qui en a, mais au nom de quoi je croirais à l'existence de ce vaccin-là. Oui. J'ai entendu même d'autres dire que, en fait, c'est le Sénégal c'est l'État du Sénégal qui a fomenté tout cela pour faire taire les gens, et ainsi de suite. Donc ça fait comme si c'est l'État du Sénégal qui l'avait fomenté. On sait au moins dans ça le que monde c'est faux. Entier. Voilà, ça c'est faux, totalement d'où l'importance de montrer les malades, de montrer les dégâts que cette maladie peut avoir pour que la cause soit entendue, c'est-à-dire que tout le monde sache que c'est une réalité. Absolument. Alors, de la bonne gestion de la pandémie lors des premières et deuxièmes vagues,
le Sénégal classé deuxième derrière la Nouvelle-Zélande selon un classement américain, à celle très critiquée de la troisième vague avec le mutant Delta, le gouvernement n'est-il pas tombé dans le piège ou dans la faute du relâchement? Non, écoutez, le relâchement ne saurait être imputable simplement à l'État. C'est un relâchement général. Mais il peut être imputé à l'État. Mais dans le monde entier, oui. Les gens ont parlé de la lassitude des populations à toujours porter le masque, à endurer les restrictions à la liberté, l'enfermement, qui est un autre nom du confinement. Alors, ce qu'il ne fallait pas faire. Mais justement, bon. Oui. Et là, la responsabilité de l'État est quand même très importante. Vous savez, nous, ce qui a caractérisé la gestion du Covid depuis le début jusqu'à présent, c'est le double principe de la fermeté, de la flexibilité, qui signifie également adaptabilité, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autant à un moment, au début, pendant qu'on ne connaissait pas très bien encore la maladie, il y a eu des mesures, non pas de confinement, mais d'autoconfinement. C'est-à-dire l'État a engagé tous ceux qui n'avaient rien à faire dehors de rester chez eux. Ça, c'était le début. Mais quand il a fallu relâcher, et puis il y a eu des mesures par rapport aux marchés qui ont été fermés, aux lieux de culte qui ont été fermés, aux rassemblements qui ont été interdits, etc. Mais quand la maladie a commencé à baisser, on a ouvert. C'est-à-dire, il y a eu, entre guillemets, un relâchement. C'est-à-dire un peu plus de liberté pour les gens de circuler ainsi de suite. Sauf que l'État, à la différence de nous autres citoyens ordinaires, l'État a l'information, est supposé avoir l'information à temps pour réagir, pour dire faire attention. Est-ce que la faute n'a pas consisté à donner l'impression que c'était fini? Mais non, c'est pas cela. Je ne crois pas que l'État, n'importe quel État dans le monde aujourd'hui, ait une parfaite maîtrise de l'évolution de ce virus-là. Parce que c'est des variants. Et les variants, à mon avis, ne donnent pas trop de marge de manœuvre à un État ou même à la communauté scientifique de prévoir ce qui va se passer dans un mois, dans 3 mois. On ne peut travailler que sur des hypothèses. C'est-à-dire des hypothèses peut-être les plus pessimistes aux plus optimistes ou les plus optimistes aux plus pessimistes. C'est comme ça que se pose le problème. Mais quand on a une hypothèse au mois d'avril qui dit attention, une troisième vague peut arriver, l'État peut avoir une telle information. Mais l'État peut avoir une telle information. Oui. Mais en ce moment, qu'est-ce que l'État peut faire? C'est que l'État peut faire, parce qu'il ne peut pas empêcher. Il peut pas. Non, il peut pas. L'État prend des décisions. Ah ben non, oui, mais l'État du Sénégal a jusqu'ici pris des décisions. Quand il s'agissait de restreindre, entre guillemets, les mouvements, la circulation et ainsi de suite, l'État l'a fait. Mais l'État a pris des décisions également dans la sensibilisation, dans l'information, mais également dans la mise en place des outils et des infrastructures nécessaires pour prendre en charge les malades. Ça, l'État l'a fait. Maintenant, ce relâchement-là dont vous parliez, mais on l'a noté partout. C'est dans tous les pays. C'est-à-dire, lors même de la deuxième vague, quand ça a commencé à baisser, c'est comme si, à travers le monde entier, on disait, oui, bon, on en a fini. On en a fini. Et donc, c'est pourquoi des foyers ont surgi d'un peu partout, à travers les pays, y compris le Sénégal. Et si vous avez bien remarqué, le Sénégal, c'est l'un des pays en Afrique les plus ouverts au monde. Les plus ouverts au monde. Parce que quand même, nous sommes peut-être le pays africain le plus avancé dans l'océan Atlantique. Donc nous sommes très ouverts au monde. C'est la capitale, Dakar, qui concentre plus de 80% des cas. C'est une ville extrêmement dynamique, une ville d'échange. Oui, d'où la vigilance. Mais El Hadj Kassé, vous pourriez poursuivre. Je veux juste placer une petite question. Apprendre à vivre avec le virus ou en présence du virus,
que le président Macky Sall a souvent mentionné dans ses discours a peut-être dû être mal interprété par certains citoyens, y compris par les gouvernants. Je fais ici allusion aux tournées économiques récentes. Non, aujourd'hui encore, je pense qu'il faut là-dessus féliciter le président d'avoir très tôt compris qu'on est avec un virus dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va quitter le monde. Je ne dis pas le Sénégal, mais le monde. Oui. Parce que tant qu'il y a un pays affecté, de quelque continent qu'il soit, tous les autres pays sont potentiellement affectés. C'est ça, parce que c'est le mouvement des échanges, c'est la mondialisation. On ne peut pas empêcher la circulation des biens, des hommes et des biens. Oui. Alors, sauf que Oulard Modisso, lui, pense que le gouvernement est responsable de l'augmentation du Covid. Un auditeur qui nous suit, Oulard Modisso. Mais écoutez, moi j'étais dans les tournées économiques, mais aucun chiffre, aucun fait ne vient prouver que ces tournées économiques ont créé l'explosion des cas dans notre pays. Il n'y a pas un seul chiffre. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que sur l'ensemble du territoire national, le département de Dakar concentre plus de 70% des cas. Ensuite, c'est Thiès, un tout petit peu d'Diourbel. Ouais. Donc les régions intérieures, c'est à peine 4 ou 5%. Ouais. Réunis. Mais donc, de ce point de vue, on ne peut pas dire que les tournées dans le département de Podor, où il n'y a pas d'explosion de cas, les tournées dans le département de Matam, où il n'y a non plus pas d'explosion de cas, on ne peut pas dire que ça a été à la base de quoi que ce soit. Sauf que c'est valable pour moi comme vous, pour d'autres. Oui. Nos déplacements à l'intérieur, parce que vivant à Dakar pour X et Y raisons, si nous n'avons pas l'assurance que nous n'avons pas la maladie, nos déplacements peuvent propager. Non, moi, je ne suis pas dans le conditionnel. Oui, non, ça c'est logique. Il n'y a pas de logique. Okay. Vous savez pourquoi il n'y a pas de logique? Dans le cas d'espèce, c'est que nous avons été dans des tournées économiques, Podor, Matam, ok? Mais si nous étions malades, ça veut dire que nous aurions transmis ce virus aux populations. Or, vous avez vous-même, en tant que journaliste, vu les masses énormes qui ont accueilli le président de la République. Pour autant, nous sommes restés 7 jours en plus. Mais pour autant, il n'y a pas eu des cas critiques au niveau de ces régions-là. Sauf que les scientifiques expliquent, c'est-à-dire une explosion peut arriver 1 semaine, 2 semaines après. Mais là, on a fait combien de semaines? Des rassemblements. Mais on a fait combien de semaines après? La 3e vague est là, en tout cas. Oui, elle est là. Oui. Elle est là. Oui. Elle est là. Mais ça, qu'est-ce qui explique cela? L'OMS a tenté de donner des explications précises. Oui. La lassitude des populations, l'imprévisibilité des variants, on peut de façon globale dire que la science nous apprend aujourd'hui que des variants peuvent apparaître à n'importe quel moment de l'évolution de cette crise-là. Donc ça, on peut le connaître. Donc il y a la lassitude des populations qui a créé un relâchement mondial. Il y a eu également, dans certains pays, la pression des groupes anti-confinement, des groupes qui se disent que l'interdiction des rassemblements signifie la mise sous le boisseau de liberté. Et donc, on ne peut pas mettre en cause objectivement les tournées économiques parce que aucune corrélation n'a jamais été établie entre les deux phénomènes. Alors, on a quand même constaté au tout début, en tout cas surtout la première vague, un consensus fort. Le président de la République qui a reçu toutes les forces vives de la nation, à commencer par les partis politiques et leurs leaders, y compris même ses opposants les plus irréductibles qui ont fait aux causes communes. Le consensus, voilà un éclat, j'ai envie de le dire comme ça. Comment ressouder les forces vives de la nation face à la maladie considérée comme l'ennemi commun? Mais vous savez, le président, au début de la première vague, avait
fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire appeler au sursaut national, au consensus national, et il a réussi justement à réaliser ce consensus-là autour de lui. Ça nous a valu des victoires incontestables. Ça nous a valu également un pilotage extrêmement rigoureux et flexible de la maladie, c'est-à-dire en termes notamment de comportement des populations. Nous n'avons pas appelé au confinement, l'État n'a jamais décidé de confiner qui que ce soit, mais les gens se sont autoconfinés. Les gens ont porté les masques, les gens ont respecté les autres gestes qui sauvent, tels que le gel, le lavage des mains, ainsi de suite. Même si la distance physique n'a pas été observée fondamentalement, il y a eu des efforts réels de nos concitoyens qui se saluaient, qui se serraient la main, qui se faisaient des bisous, etc. Tout ça a effectivement diminué. Mais aujourd'hui, tout le monde a joué le jeu. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui a été constaté? En tout cas, l'opposition dit, mais tout cela, en fait, cachait un autre agenda. C'est des lois qu'on a fait voter en procédure d'urgence. C'est peut-être une éventuelle troisième candidature qui est visée. Que répondez-vous? Ça, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin parce que le fait constant, c'est que nous sommes en présence d'un virus mortel. C'est ça le fait constant. Oui. Et donc, je n'ai pas vu une seule fois la tentative de l'État d'instrumentaliser cette situation-là pour faire voter quoi que ce soit. C'est ce que l'opposition soutient. Vous avez entendu les adversaires du régime soutenir que tout cela relevait de la manipulation. Oui, l'opposition elle-même était peut-être dans la lassitude. Comment? Mais dans la lassitude, comme les populations. Bon, il fallait qu'elle se réveille, elle se sentait en train de somnoler peut-être, il fallait qu'elle se réveille. Donc je ne sais quoi. Mais toujours est-il que ce qui a été la préoccupation fondamentale de l'État du Sénégal, c'était comment faire face durablement au virus en mobilisant des moyens. C'est des milliards qu'on a mobilisés pour les médicaments, pour le vaccin, et ainsi de suite, en soutenant les familles les plus démunies. Et ça, c'était des appuis directs, mais également en développant des stratégies de communication, sensibilisation, information, et ainsi de suite. Je pense que ça a été fondamental et ça continue aujourd'hui encore. Maintenant, comme dans toute stratégie, surtout qui s'applique à un objet qui n'est pas suffisamment connu, il peut y avoir des ratés. Ça, c'est tout à fait... Oui, justement, normal. Des ratés, parlons-en. On a quand même eu une grosse polémique sur le matériel médical. Vous l'avez dit, des ressources ont été mobilisées. Oui. Même des télétons ont été organisés avec une contribution des citoyens, avec 1 000 francs, 2 000 francs. Tout le monde s'est mobilisé. À l'arrivée, il y a eu cette polémique sur le matériel médical qui se serait évaporée. Bon. Ça, je pense que le ministère de la Santé a porté plainte, je crois. Laissons la justice faire son travail. Vous savez, moi... Oui, c'est bien de dire la justice, mais l'État aussi a le devoir, je crois, parfois, de mener des enquêtes. Oui, mais l'État ne peut pas être juge et partie. Et c'est pourquoi l'État dispose d'instruments. Nous avons des instruments. Non, mais c'est clair, c'est clair que... L'inspection générale d'État, la Cour des comptes, l'OFNAC, ça c'est des instruments créés par l'État. Le ministère de la Santé a montré que ce sont des accusations fausses, ce sont des allégations fausses, qu'il n'y a aucune preuve tangible de ceux qui l'ont dit ou celui qui l'a dit, n'est-ce pas? Ils sont nombreux à le dire. Non, mais bon, on connaît quand même une figure, voilà, dans le même si on a beaucoup parlé de Dr Babacar Niang. Oui, mais il n'y a pas une seule preuve qui vienne étayer ces accusations-là. Pour le moment, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. J'ai confiance en la justice. J'espère que les choses se clarifieront très rapidement. Mais
Est-ce que le président de la République, qui a un instrument justement quand des situations de ce genre se produisent, va, par exemple, demander à l'inspection générale d'État de, Bon, ça relève de clarifier les choses? Ça relève de sa discrétion. Oui. Il est évident, moi comme je le connais, comme je connais le président de la République, il est évident qu'il tient à ce que ça soit clarifié. Moi, ça c'est absolument certain, même si je n'en ai pas discuté avec lui, mais je sais qu'il tient à ce que cette situation-là soit élucidée. En activant l'IGE? Je ne sais pas quel corps de l'État ou comment il va procéder, mais c'est sûr qu'il ne peut pas mettre autant de milliards et puis entendre ce genre d'allégation et rester les bras croisés. Ça, il faut le lier également à la plainte déposée par le ministère de la Santé. Parce que quand même, c'est un discrédit. J'étais sur le département, j'étais sur les professionnels de la santé, y compris les administratifs, les techniciens, etc. etc. Et je pense qu'une fois pour toutes, dans notre pays, il faut que, quand on a la voix, quand on a la parole, quand on est écouté, nous devons éviter au maximum des accusations si on n'a pas de preuves pertinentes, si on n'a pas de preuves concrètes. Voilà. El Hadj Hamidou Kassé est l'invité de ce jury du dimanche iRadio, ITV, iMedia.sn. Le défi de la mobilisation des communautés aussi se pose aujourd'hui. On parle des politiques, mais c'est toute une société qui doit se mobiliser. Quand je parle des communautés, c'est les chefs religieux et coutumiers, c'est d'autres organisations de base. Quel est votre avis là-dessus? Non, mon avis, c'est que, en fait, il y a énormément de choses qui se font à la base. Maintenant, c'est vrai que ce sont des trains qui viennent à l'heure. C'est-à-dire, tant que c'est de l'activité, entre guillemets, affirmative, c'est-à-dire constructive, positive. Bon, le mot positif est devenu très critique, comme Mahmoudou le disait tantôt. Ça passe peut-être inaperçu. Mais au sein des communautés, il y a énormément d'actions qui sont entreprises, non seulement pour informer et sensibiliser, mais aussi pour renforcer les capacités de résilience et des communautés et des individus. Et moi, je pense que dans des crises de ce genre, c'est d'abord sur la communauté qu'il faut s'appuyer. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'État. L'État, c'est nous tous, c'est une abstraction qui concentre un peu, ou plutôt qui réfère au général. Mais c'est nous tous qui devons nous mobiliser. Les religieux, les politiques, les journalistes, les artistes, les tradipraticiens, ainsi de suite, les groupements de femmes, les syndicats, tout le monde doit se mobiliser. Se mobiliser, c'est quoi? Se mobiliser, c'est essentiellement sensibiliser ceux qui nous sont proches. D'autant plus qu'il faut éviter le grand rassemblement. Parce que quand on dit mobilisation, ça peut prêter confusion, c'est-à-dire ça peut renvoyer aux manifestations générales pour, contre le Covid et ainsi de suite. Ici, se mobiliser, c'est mettre en œuvre des stratégies intelligentes au sein des communautés pour que chaque Sénégalais soit conscient du sérieux de la situation et puisse prendre à son niveau les dispositions nécessaires pour faire face. Comme la vaccination. Comme la vaccination, par exemple. La vaccination, dont les scientifiques, en gros, les scientifiques disent clairement que c'est le seul moyen de prévention dont nous disposons aujourd'hui. Je pense que chez nous, le docteur Seydi l'a dit, le docteur Daouda Ndiaye l'a dit, le docteur Mboub l'a dit, et donc le professeur Mboub, le professeur Daouda Ndiaye et le professeur Seydi l'ont dit. Donc il est évident, n'est-ce pas, que, je veux dire, il n'y a que l'opinion qui puisse contester cela. C'est-à-dire, l'opinion, c'est la foi. Or, la foi qui ne se discute pas peut remettre en cause ce que les scientifiques ont dit. Dans la mobilisation face à cette pandémie, mais il y a dans la mobilisation des rassemblements, comme on le constate chez nous, rassemblements religieux, rassemblements d'une autre nature, mais surtout insistons sur les rassemblements religieux.
Et ici, il y a eu tout un débat sur la compréhension que les uns et les autres peuvent avoir de la maladie. Pour le chef religieux, et on voit également, c'est des postures différentes. Certains ont dit il faut fermer les mosquées, pas de prière, ni pour la Tabaski, ni pour la Korité, pas de messe avec des rassemblements. D'autres ont dit non, il faut aussi des rassemblements pour prier, pour vaincre la maladie. Est-ce que aujourd'hui, le plus important, au-delà de tout faire pour éviter le maximum possible des rassemblements, c'est pas de faire également participer ces chefs religieux qui sont écoutés dans la campagne de vaccination, par exemple? Oui. Bon, d'abord, il y a une question d'interprétation. Oui. Est-ce que la prière, pour qu'elle ait un impact, suppose forcément le rassemblement des fidèles? Ou est-ce que la prière est d'abord un acte tout à fait intime de conversation, entre guillemets, avec le Créateur pour implorer sa grâce et ses bienfaits au bénéfice de la communauté? Voilà, c'est une question d'interprétation. Certains vous diront il faut que les gens se réunissent. D'autres érudits vous diront qu'on peut prier chez soi, implorer Dieu et avoir sa grâce et ses bienfaits. Oui. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'État ne souhaite pas des rassemblements. L'État ne souhaite pas les rassemblements. Oui. Et les rassemblements, quand même, se tiennent. Oui. Surtout religieux. Oui, parce que aussi notre Constitution garantit aux communautés religieuses le libre exercice du culte. Le libre exercice du culte. Alors, le souhait ne saurait primer sur ce qui a été constitutionnalisé. De ce point de vue, ce que l'État peut faire, c'est d'entreprendre une démarche de conversation. Et c'est absolument sûr, à mon avis, que ça se fait, de conversation avec les guides religieux, de façon générale, pour, à défaut de pouvoir supprimer les rassemblements, les fêtes religieuses, etc., au moins les amener à prendre des mesures pour le respect des gestes barrières. Et deuxièmement, maintenant qu'on a le vaccin, pour que le maximum de fidèles soient vaccinés afin de réduire les potentielles explosions de la maladie. Or, le fidèle a une référence. Montrer un marabout, un grand marabout qui se fait vacciner, ça peut avoir un impact très important. Absolument. Est-ce que cette approche-là a été faite pour qu'on voit nos chefs religieux se faire vacciner? Moi, je pense qu'il faut féliciter tous les chefs religieux. Ils ont fait acte. Ils ont dit porter les masques, on a vu l'effet que ça a produit. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en se vaccinant, parce qu'ils ont porté aussi les masques? Moi, je pense que s'ils acceptent d'être vaccinés et qu'ils donnent l'exemple en public, ça peut valoir à notre pays très rapidement, je ne dirais pas une immunité collective, mais en tout cas des pas très décisifs dans la lutte contre la maladie. Donc moi, personnellement, je le souhaite. Très bien. On va rapidement finir avec les questions de santé. L'enjeu du pass sanitaire, El Hadj Amoudi Kassé, on a vu la Côte d'Ivoire l'imposer, surtout par rapport aux ressortissants sénégalais, tunisiens, la Guinée qui dit que les entrées doivent désormais être faites uniquement par voie aérienne. Il n'y a pas un risque d'isolement de notre pays? Ah non, pas du tout. Je pense que l'aéroport de Dakar connaît toujours des rushs. Je ne crois pas que ça puisse isoler notre pays. Dans notre sous-région, il y a juste 2 pays qui ont imposé le pass sanitaire à nos concitoyens. Il n'y a que 2 pays. Moi, je ne connais pas un autre pays qui nous impose un pass sanitaire de façon spécifique.
Il n'y aura pas de réciprocité parce que d'habitude il y a souvent de la réciprocité dans la matière non, je crois pas. diplomatie. Je crois pas. Vous savez, je n'ai pas souvenance d'une situation où il y a eu un ping-pong entre l'État du Sénégal et un autre État. Je pense que les États dont vous parlez sont des États souverains, c'est des États frères. Ils ont fait l'analyse de la situation dans leur pays et peut-être dans le monde. Ils ont pris les mesures. Mais prenons acte. L'essentiel, c'est que nous avons chez nous un système d'information sanitaire extrêmement puissant et transparent, parce que c'est un vieux système. C'est depuis la colonisation, depuis que nous avons eu ici l'épidémie choléra et autres. Choléra, peste, peste et autres. Voilà. Depuis lors, nous avons construit un système d'information sanitaire extrêmement puissant, mais également transparent, parce que toutes les données sont affichées tous les matins. Et donc, nous ne minorons pas, nous n'exagérons absolument rien. Nous disons aux Sénégalais et au monde entier qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de la maladie, et tout le monde a accès à cette information-là. Maintenant, si des États font leur analyse, pensent qu'il faut imposer un pass sanitaire à un autre État, c'est parfaitement dans l'ordre de leur souveraineté. Question politique, les élections locales qui vont arriver le 23 janvier 2022, les inscriptions constituent un enjeu important parce qu'il y a une période de révision exceptionnelle d'un mois. L'opposition pense aujourd'hui que le pouvoir est en train de manœuvrer pour que ces inscriptions ne se fassent pas de manière transparente, notamment pour les jeunes à qui on exige la carte CEDEAO, alors que l'extrait de naissance pourrait suffire pour pouvoir s'inscrire, surtout pour les primo-votants. Je pense très honnêtement que si vous analysez en toute objectivité, sans complaisance, cette proposition et de l'opposition, il y a de quoi être inquiet. Parce que quand même, c'est de façon manifeste une manœuvre frauduleuse. C'est-à-dire c'est l'opposition qui est aujourd'hui objectivement dans une stratégie de fraude. Pourquoi ? Mais notre code électoral exige pour l'inscription la carte nationale d'identité. Mais ça, c'est pour justement parer à toutes les tentatives de faire voter des personnes qui ne sont pas des Sénégalais. Mais demandez... Quel intérêt l'opposition aurait à faire voter des personnes qui ne sont pas des Sénégalais? Parce qu'elle sait que les élections à venir constituent un enjeu, premièrement. Deuxièmement, elle sait qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, la coalition Benno Bokk Yakaar est hégémonique dans les collectivités territoriales. Elle sait également que nous sommes dans une stratégie d'unité, de discipline, de mobilisation, de consensus pour imposer la victoire aux prochaines élections. La fatwa du président, quand même de votre coalition, le chef de l'État, n'est pas innocente quand il dit « je tiens à ce qu'il y ait de l'unité ». Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité, qu'il y a des risques peut-être de vote sanction, de candidature parallèle à celle retenue par la coalition. Non, le président, ce qu'il a dit, c'est clair. Oui. Il a dit, en commentaire de ses propos, il veut simplement dire que nous sommes une seule et même coalition, que l'ancrage même du pouvoir central dépend de notre ancrage à la base, c'est-à-dire dans les communautés territoriales. Il dit, mettons sous le boisseau nos intérêts particuliers, privilégions l'intérêt politique de la majorité, c'est-à-dire de Benno Bokk Yakaar. Donc réalisons des consensus. Aujourd'hui, il est tout à fait normal que chacun dise « c'est moi », parce que le maire est élu au suffrage universel, chacun dit « c'est moi », et ainsi de suite. Oui. Mais au moment décisif, il nous appartient, nous autres responsables à la base, il nous appartient de tempérer nos ambitions, d'être à l'écoute du leader de notre coalition. Pourquoi ? Parce qu'il connaît très bien
la géographie électorale de ce pays. Il connaît très bien qui est qui au niveau des collectivités territoriales. Il connaît très bien qui a tel potentiel et tel potentiel. Et il sait par conséquent que le choix de tel peut nous conduire à la victoire. Et c'est pourquoi, pour l'intérêt de notre coalition, pour l'intérêt du Sénégal, nous devons respecter les mots d'ordre de discipline, d'unité et de consensus. Respecter surtout la transparence, c'est ça l'intérêt des Sénégalais. Absolument. Il y a aussi les certificats de résidence qui ont Attention. fait l'objet même d'une circulaire des autorités administratives, ayant constaté que dans certaines mairies, des certificats de résidence étaient soit faisaient l'objet de rétention ou en tout cas d'un traitement qui était tendancieux. Non, pas du tout. Est-ce que je vais vous dire une chose. Mais c'est surtout au niveau de certaines communes à Dakar qui sont détenues par l'opposition où toutes sortes de blocages ont été faits pour empêcher des gens de s'inscrire parce qu'on soupçonne ces gens-là appartenir à la majorité. Donc et puis c'est de bonne guerre que cette opposition prépare l'opinion à sa défaite. Vous savez, Mamoudou, en 2012, on a dit que ce sont les jeunes qui ont voté. Donc ils ont voté pour nous. En 2014, globalement, sauf à Dakar où nous avions perdu, mais les jeunes, globalement, ont voté pour nous. Si ce sont les jeunes qui votent. Lors du référendum, c'était la même chose. Lors des législatives, c'était la même chose. Surtout à Dakar. Et lors de la présidentielle, c'était exactement la même chose. Donc si ce sont les jeunes qui votent, les jeunes sont massivement avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, c'est de bonne guerre, à mon avis, que l'opposition, ou une certaine partie de l'opposition, se mette à crier avant l'être à la propos, plutôt à la fraude, parce qu'il faut préparer l'opinion à sa défaite. Alors, votre coalition au pouvoir, partons d'un constat, c'est un fait. Moustapha Niasse, qui est le président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de l'AFP, a annoncé qu'il va se retirer prochainement de la présidence de son parti. Il y a des législatives qui sont arrivées. Allons-y savoir s'il va encore être candidat aux législatives de mois de juillet 2022. Peut-être pas. Idrissa Seck, dont l'absence fait débat. Est-ce que votre coalition, malgré ce que vous êtes en train de dire, n'est pas affaiblie aujourd'hui? Non, je ne crois pas du tout. Au contraire, notre coalition se fortifie. Parce que dans la dernière période, d'abord, elle est restée intacte, sauf avec la défection de Réumi, qui est revenue, et une très bonne partie du PDS qui est aujourd'hui dans la coalition. Oui, Moustapha Niasse qui annonce son retrait, pour ne pas dire sa retraite de Moustapha Niasse de la tête de l'AFP ne signifie pas le retrait de l'AFP, de la coalition Benno Bokk Yakaar. Oui, mais il pourrait ne pas être candidat aux prochaines élections législatives. Mais ça, je ne saurais le dire parce que je ne sais pas. Mais toujours est-il que Moustapha Niasse est un leader historique. Parce que quand même, c'est la deuxième grande dissidence, après celle de Djiboka, du Parti socialiste. Et ça a contribué à réaliser l'alternance de 2000. C'est-à-dire l'implosion interne du Parti socialiste a contribué à la réalisation de l'alternance de 2000. Alors, le fait que Moustapha Niasse, également, c'est un homme politique expérimenté, qui a été, dans notre coalition, un pôle de sagesse et de régulation. Et je pense qu'il va, même du fond de sa retraite, entre guillemets, travailler pour que l'unité de la coalition s'affermisse et que nos victoires soient absolument certaines dans les échéances à venir. L'absence d'Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental, président de Réumi, qui est votre allié, cette absence dont il est question aujourd'hui, elle vous intrigue? Non, moi, ça ne m'intrigue pas. Et c'est des questions que je n'aime pas trop commenter. Pourquoi? Parce que je n'ai aucune information là-dessus.
La seule chose que je peux dire, c'est de souhaiter que le président Idriss Seck reprenne très rapidement ses fonctions en bonne et due forme, en bonne santé. Il serait malade, comme certains le disent. En ce moment, on lui souhaite propre rétablissement. Moi, je vous pose la question parce que vous savez aussi, quand on est à la tête d'une institution de la République, il y a aussi un minimum de transparence ici. Oui. Par rapport à la disponibilité. Oui, mais comme je n'ai pas d'informations précises, je ne peux pas trop... Alors, qui est Gloria qui pourrait rejoindre Mburok Sow? Bon, il faut peut-être demander à Mbourou ou à Sow. Ils savent. C'est le président de la République qui en a parlé qui sait quoi. Qui a parlé de Gloria. Oui. Lui, il est assimilé à Mbourou. Idriss Seck, c'est le Sow. Oui. Bon, il faut demander peut-être à Mbourou. Il saura vous dire. Et qui est Mbourou? Mais non. Lui, le président. Bon, dans la logique des choses, c'est le président Macky Sall. Très bien. Parce que c'est le Sow qui est venu nous dira. Alioune Tine, qui est un observateur de la vie politique au Sénégal, membre de la société civile, dit que le dialogue politique a échoué dans un entretien accordé à nos confrères d'enquête. Bon, ça, c'est le point de vue de mon ami Alioune Tine. Oui. J'ai un point de vue tout à fait différent. Oui. Pourquoi? Parce que le dialogue politique a réuni les acteurs. Oui. Le président avait dit dès le début que je vais prendre en compte, sans changer une virgule, tous les consensus qui ne remettent pas en cause notre Constitution et le caractère de notre République, premièrement. Deuxièmement, j'examinerai les points de désaccord et je vais arbitrer. Et donc, il a tout ce qu'il lui faut maintenant pour décider. Donc c'est véritablement trop tôt d'évaluer pour dire que ça a réussi ou que ça n'a pas réussi. Mais pour moi, le fait que toutes les forces politiques de ce pays-là participent au dialogue politique, qu'elles aient des points d'accord, c'est un acquis extrêmement important. Qu'il y ait des désaccords, c'est tout à fait plausible, parce que nous sommes en politique. L'essentiel, c'est que le chef de l'État examinera tous ces désaccords-là, les points de désaccord, et prendra lui-même la décision. Et lui, Alioune Tine, invite le président de la République à faire revenir dans le jeu Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. C'est son opinion. Moi, je ne peux pas commenter l'opinion de Tine. S'il était là, on pouvait discuter en toute loyauté. Mais Très bien. On va terminer, Elhadji Kassé, mais vraiment on prend une minute parce que le temps qui nous était imparti est terminé. C'est une note culturelle pour refermer notre émission. On avait commencé à peu près par là. La revue de Dakar, c'est ce magazine que vous venez de sortir et vous signez un édito ou une note de l'éditeur qui s'intitule Lettres de Dakar, ville mosaïque. Et vous citez Senghor. Je vais donc ouvrir les guillemets. Le Sénégal vous accueille comme des hôtes insignes et d'abord Dakar qui répond ainsi à sa vocation, car soc noir lancé dans l'océan fertile, Dakar a toujours répondu à l'appel des alizés, au salut des visiteurs de la mer et de l'air, pour nouer les dialogues d'où naissent les civilisations, en tout cas la culture. Vous citez Senghor, peut-être serait son discours lors du Festival mondial des Arts Nègres. Exactement, c'était lors du Festival mondial des Arts Nègres, quand il accueillait des hôtes illustres. Nous avons choisi le nom, la revue de Dakar, parce que nous considérons Dakar comme un site tout à fait privilégié de jeter un regard, de passer en revue le monde et l'Afrique et de dire ce que l'Afrique apporte à ce monde-là. Et la revue de Dakar, c'est également un espace de conversation entre les pouvoirs publics, les intellectuels, les hommes et femmes de culture, les journalistes, les intellectuels de façon générale, qu'ils soient de tradition endogène, c'est-à-dire ancrés dans nos cultures, de tradition arabo-islamique, c'est-à-dire de l'école arabo-islamique ou occidentale.
Parce que quelques-uns d'entre nous sont tout cela à la fois, conservent tout cela à la fois en eux. Ils sont ancrés dans la culture, ils ont une culture occidentale, arabo-islamique, etc. Donc ces revues-là, elles visent aussi à décomplexer les rapports entre les intellectuels et les pouvoirs publics. Je pense que les intellectuels ont toujours été liés à la société par la politique, Cheikh Anta Diop, Senghor, etc., par le syndicalisme, Ibrahima Sarr, Iba Der Thiam, et ainsi de suite, par l'action associative, notamment culturelle, comme les Alioune Diop, et ainsi de suite. Donc ici également, cette revue tente de faire en sorte que, entre les intellectuels et la société, il y ait une nouvelle proximité. En une seconde, quelle est la vision culturelle du président Macky Sall, dont vous êtes le conseiller en art et culture? Le président Macky Sall pense que la culture, et là il est senghorien, et au début et à la fin de toute chose. Et c'est pourquoi, depuis qu'il est là, les actions dans le secteur de la culture se sont multipliées. Création du FOPICA, c'est le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, création du bureau des cultures urbaines, création du fonds de développement des cultures urbaines, augmentation à plus de 50% du fonds pour le livre et la lecture, augmentation, sinon le doublement du budget de la Biennale des arts contemporains de Dakar, et puis avec des projets extrêmement importants comme la Cité du cinéma, la bibliothèque et les archives nationales, le Grand Hall de Dakar, etc. Merci. El Hadj Hamidou Kassé, vous êtes ministre conseiller en art et culture à la présidence de la République. Vous étiez l'invité du jury du dimanche présenté par Mahmoud Ibra Kane. À la technique, Ibamar Sen, Abdoulaye Ndiaye et toute l'équipe technique qui a participé donc à la réalisation de cette émission. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Fatima Taba. Immédiat.sn pour le texte, Cheikh Moussa Sarr. La photo, Abdoulaye Silla. Bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.